Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. C'est encore une fois un nouvel épisode pour le top 40 de mes films préférés. Cette fois-ci, c'est le deuxième épisode où est-ce que je vous présente les titres dans la position 30 à 21 en décompte. Et encore une fois, j'ai fait plusieurs sacrifices, des choix difficiles. Je me suis arraché le cœur à ôter des films que j'aime encore peut-être plus que ce qui est présenté dans cette liste-ci. C'est juste que je voulais offrir le plus de genres différents, le plus possible au travers de ma liste des 40 films au travers d'une liste que j'ai faite rapidement, même de 100 titres différents. J'en ai ôté. J'ai fait des choix difficiles puisque je voulais pas avoir le même genre de film qui se répétait 2, 3 fois. Je donne un exemple. Je ne voulais pas mettre 10 films de Marvel dans mon top 40. Donc, vous allez voir, après la petite présentation que j'ai ici pour le nouveau concours, on va commencer avec la position 30 et on va descendre jusqu'à la position 21. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dans la liste, les raisons, le côté nostalgique. Des fois, ça peut être juste un élément du film que j'ai retenu, qui est un moment fort pour moi, qui fait que ça m'a marqué. Et puis, ben, c'est ça. Je vous dis, lâchez-nous pas. Checkez la promotion qui s'en vient. Puis après ça, on fait le top 30 à 21 de mon top 40 des films préférés. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de recevoir les informations pour participer dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Ciné-Club de Cinéplex, vous donnant droit à un billet chaque mois sans aucune date d'expiration, un rabais de 20% au comptoir alimentaire et aucun frais de réservation en ligne. Sur ce, on continue. Parfait. Alors, vous avez entendu un peu la présentation rapido presto de notre nouveau concours à travers toutes les vidéos de la chaîne YouTube de StoneX. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ou vous pouvez skipper directement si vous voulez aller voir à la fin, on vous donne les informations en détail de comment participer à ce nouveau concours-là qui vous donne droit à des billets de film pour aller au cinéma. Fait que je vais commencer ma liste avec ma 30e position et c'est un film que beaucoup de monde aime. Ça, je le sais, c'est même pas une question de d'être snob à travers le cinéma ou quoi que ce soit ou différent des autres. C'est le film Ghostbusters de 1984. Il faut spécifier maintenant parce qu'il y a Ghostbusters 84, puis après ça, il y a eu Ghostbusters 2, il y a eu Ghostbusters, la version remake avec les dames, et il y a eu Ghostbusters Afterlife, et il y a un prochain Ghostbusters Firehouse, qui est le titre temporaire présentement qui s'en vient, qui va être officiellement le Ghostbusters 4 si on suit un peu la tangente, un peu de ce qu'on a avec Afterlife. Anyway. Donc, Ghostbusters, l'histoire en gros, ça dit la soudaine recrudescence de phénomènes paranormaux inquiète les habitants de New York. Des revenants sèment la pagaille dans les rues de la ville. Peter, Raymond et Egon, trois jeunes chercheurs en parapsychologie, décident de monter leur propre entreprise SOS Fantôme, ou comme on dit bien sûr Ghostbusters. Les ectoplasmes n'ont qu'à bien se tenir car nos trois joyeux lurons se feront un plaisir de les capturer à l'aide de leur équipement électronique dernier cri. On les a vus, on les a eus, on en a, qui l'ont eu dans le cul. De quoi de même? Oui, c'est un film que j'ai depuis que je suis jeune, que j'ai vu, revu et revu. Et curieusement, même si je préfère de loin voir les versions originales, c'est-à-dire si c'est un film américain, je vais le voir en anglais. Lorsque j'achète le film en média physique par après, je vais le regarder pas mal uniquement en anglais. Si je vais le voir en français, ça va être pour y aller avec des gens qui ont peut-être plus de difficultés à comprendre aisément la langue anglaise. Donc, ça me dérange pas par rapport parce que si le film, je l'aime, je vais l'acheter puis en temps libre de moi-même, je vais le regarder en anglais. Mais Ghostbusters, c'est un film qui, étrangement, je l'ai vu en premier en français. Et ça a perpétué comme ça. Donc, j'ai les phrases clés dans la tête, là, de ce film-là en français, comme il dit. Raconte l'histoire du petit cake, ce sacré petit cake. C'est un peu ce côté-là. Il y a un côté weird là-dedans où est-ce qu'on retient les affaires en français. Puis après ça, quand tu regardes en anglais, tu fais non, non, c'est aussi bien en français qu'en anglais. Tandis qu'il y a d'autres, il y a des traductions qui sont atroces. Et dans ce film-là, bien sûr, c'est réalisé par Ivan Reitman, un scénario de Dan Aykroyd et Harold Ramis, avec, bien sûr, je vous nomme un peu la brochette d'acteurs dans ce film-là. C'est légendaire maintenant. C'est Bill Murray qui joue le rôle du docteur Peter Venkman. On a Dan Aykroyd qui joue le rôle du docteur Raymond Ray Stantz. Dan Aykroyd, Harold Ramis qui fait Egon Spengler. Sigourney Weaver qui joue le rôle de Dana Barrett. Et également Zool. Il n'y a pas de Donna. Rick Moranis qui joue le rôle du maître des clés, qui s'appelle aussi Louis, qui est le voisin de Dana. Il y a Annie Potts qui joue le rôle de Janine, la secrétaire ou réceptionniste de SOS Fantôme. Et William Allerton qui joue le rôle de Walter Peck,
le membre de la Commission de protection de l'environnement. Je le mets dedans parce que lui, t'as l'impression qu'il fait juste des face-à-face dedans dans tous les films qu'il joue. Je vous donne juste un autre film par hasard, là, comme ça, Die Hard. C'est lui, le journaliste qui mange le coup de poing sur la gueule fin du film de la femme de McClane parce qu'il était interviewé les enfants euh, alors qu'il y a la prise d'otage là, dans Die Hard et c'est le même qui fout la merde dans Ghostbusters. Et on a aussi, bien sûr, Ernie Hudson qui se joint à l'équipe des Ghostbusters dans le film avec le rôle de Winston Zedmore. Pourquoi c'est là-dedans? Je peux pas le mettre là-dedans. C'est pas un de mes films préférés, mais dans ce genre-là, c'est assez unique et différent. Quand on regarde les suppléments, l'histoire du making-of, de ce que Dan Aykroyd avait comme idée, c'est tellement beaucoup plus weird et Ivan Reitman, à cause du budget et à cause de la possibilité des effets spéciaux d'antan, ben on a ramené ça un peu plus terre à terre, même si c'est quand même assez loufoque, débridé et weird, tout le temps très comique. Ghostbusters, ça reste un de mes préférés dans ce genre-là. C'est un film euh, qui, année après année, tu le regardes, tu peux pas dire que ça a mal vieilli. Ça a très bien vieilli. En plus, les effets spéciaux pour les fantômes sont réussis. C'est incroyable. C'est très bien fait. Il y a des films aujourd'hui qui devaient prendre des notes par rapport à ce film-là de 84. Imaginez, ce film-là va avoir bientôt 40 ans. Sacrifice. Ça ne me rajeunit pas, ça. My God! Vous allez voir en plus que dans cette liste-là, du 30 à 21, j'ai beaucoup de films des années 80, c'est ça le pire. Puis il y en a même plus vieux que 84. OK? Donc, 30e position, Ghostbusters. C'était sûr que ce film-là allait se retrouver dans mon top 40 et il se retrouve dans la 30e position. C'est quand même très bon. Puis vous allez voir tous les autres films après. Il y a des chances que vous aurez mis ce film-là, Ghostbusters, avant les autres choix que je vais vous amener par après. Mais vous allez comprendre un peu, je vais vous expliquer au fur et à mesure, titre après titre. Pour la 29e position, quand je vous dis que je recule un peu plus loin dans le temps, j'ai The Cannonball Run de 1981. La fameuse course automobile, le Cannonball, débute de la côte est des États-Unis. Les concurrents doivent relier le plus vite possible Los Angeles sur la côte ouest à l'aide de n'importe quel engin à moteur. Tous les participants vont devoir redoubler d'ingéniosité pour espérer franchir les premiers, excusez-moi, la ligne d'arrivée. La musique, la distribution du film, le côté je me foutisme des règles de la route, tout est là-dedans. J'ai vu ce film-là lorsque j'étais jeune à Montréal, lorsque les premières télévisions payantes sont apparues pour les gens à Montréal. Euh, on avait du côté local ici, on avait pour le Canada. euh, il y avait d'autres postes, il y avait 4 postes qui étaient apparus. C'était une petite boîte rectangulaire mince qui servait de décodeur. C'est la première fois que ça arrivait. Et dans les choix qui étaient, je pense, de meilleure qualité, là, il y avait, en français, on appelait ça premier choix et en anglais, on appelait ça first choice. C'était une feuille d'érable avec un 1 au milieu. Donc, les deux avaient le même logo, sauf qu'un présentait les films en français et l'autre en anglais. En français, c'est un des films que je pense, dans le premier mois, ça avait joué et j'ai dû regarder ce film-là 13, 14 fois. Toutes les présentations, ça a donné que je l'ai regardé. Il y avait un petit côté où découverte de demoiselles, où ce qu'on a les femmes qui conduisent la Lamborghini Countach, qui sont un petit peu dans le décolleté et dans le costume moulant. Et puis, il y a, il y a des acteurs là-dedans que tu fais Ah ouais, quand tu regardes ça plusieurs années après, tu fais Ah, il est là-dedans, il était là-dedans, là, c'est incroyable. Puis je donne la liste des acteurs qui sont apparus, des noms populaires. Là. Bien sûr, il y a Burt Reynolds qui joue J.J. McClure, Dom DeLuise qui était son partenaire, le Victor et Capitaine Chaos. Il y a Farrah Fawcett qui joue le rôle de Pamela Glover. Dean Martin qui joue le rôle de Jamie Blake. Il y a Sammy Davis Jr. Ça, c'est Dean Martin et Sammy Davis Jr. Ils font les deux prêtres dans une Ferrari rouge pétante décapotable. Déjà là, ça tient pas de bout, mais c'est tordant, ces deux-là. Il y a Roger Moore qui revient dans un rôle qui est pas James Bond, mais qui est James Bond. Roger Moore joue le rôle de Seymour Goldfarb Jr. Il y a Jack Ellum qui joue le rôle du Dr. Nicholas Frank Einstein. C'est pas le Dr. Frankenstein, c'est le Dr. Frank Einstein.
Et il est assez bizarre avec les yeux bizarres, il a tout le temps de l'air comme ça avec les aiguilles qui veut draguer le monde, là. Et il l'utilise pour pouvoir légitimer l'utilisation d'une ambulance pour pouvoir faire la course du Cannonball. Ça, c'est assez tordant. Il y a aussi Adrienne Barbeau qui est là-dedans, qui joue le rôle de Mercy Thatcher, qui est une des deux dans la superbe Lamborghini Countach. Quand je dis qu'il y a des acteurs, tu fais comme Ah ouais, il était là-dedans. Quand ça fait, mettons, 15 ans, 20 ans que tu l'as pas vu le film, tu le regardes avec des yeux d'adulte. Jackie Chan est là-dedans. Jackie Chan fait malheureusement, c'est très stéréotypé aujourd'hui, là, quand on regarde ça, mais il fait le typique asiatique qui parle juste asiatique dans son petit char nippon avec des gadgets full techno, là, et puis en plus, il fait des arts martiaux. Donc, c'est vraiment tous les clichés racistes qu'on peut avoir envers l'utilisation d'un acteur, surtout de cette prestance-là, de Jackie Chan, dans un personnage typiquement, on va dire ça simple, chinois, on va dire comme ça. Puis tous les stéréotypes qu'on peut maintenant oubliés, qui ne font jamais pas être utilisés dans un film nord-américain, sont dans ce personnage-là avec son copilote ou pilote. Là. C'est très comique de le voir là-dedans. Il y a Terry Bradshaw qui joue le rôle de Terry Bradshaw là-dedans, qui est avec son partenaire qui bégaye, qui a de la musique dans les chars de Car. Et bien sûr, il y a une des batailles qui se passe avec l'équipe de tous les participants de la course contre des motards dans le désert, un moment donné, je pense au Nevada. Et c'est le chef des motards, c'est Peter Fonda qui fait le chef des bikers. C'est Peter Fonda là-dedans. Fait qu'il a un casting de fou. L'histoire est drôle, c'est super comique. La musique est très disco années 70, mais c'est un verre d'oreille, là, ça reste. Quand la musique elle commence, tu retiens tout le temps. Dès qu'elle part, tu l'écoutes jusqu'à la fin. Euh, c'est une bonne comédie, c'est très bof, je me foutisme des lois et règles de la société, mais c'est rien de méchant en même temps. Là. Tu sais, il y a eu une suite aussi. Après ça, il y a eu un troisième film qui n'était pas nécessairement une suite directe, qui s'appelait Speed Zone. Et moi, je n'aurais pas de dire qu'aujourd'hui, s'il y a un film des années 80 qui mérite une suite, un peu comme ce qu'il y a eu avec Top Gun Maverick ou Tron Legacy ou Ghostbusters Afterlife, là, je reviens avec Ghostbusters, c'est un bon segway, ça. Cannonball Run, il devrait avoir un troisième film, un lien direct. Bien sûr, je pense que le trois quarts de la distribution n'est malheureusement plus de notre monde, mais j'irais avec un nouveau casting, une nouvelle distribution d'acteurs qui pourrait mimiquer un peu ce qu'on a vu dans les films de Cannonball. Tu sais, si on prend Sammy Davis Jr. et Dean Martin, pourquoi pas utiliser Dwayne The Rock Johnson et son partenaire qui est dans tous ses films? J'ai un blanc de mémoire, maudit. Mais vous savez de qui je parle. Euh, on peut y aller avec, tu sais, tant qu'à voir Roger Moore qui faisait le James Bond, pourquoi qu'on prend pas un des acteurs qui a joué James Bond récemment, peut-être justement, je sais pas, un des deux, trois derniers acteurs là, qui pourrait faire un personnage qui est un autre genre de James Bond. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, je verrais bien, euh, je sais pas, moi, mon Dieu, j'ai plein de noms, mais vous comprenez? On peut utiliser un genre d'acteur qui pourrait un peu caricaturer ou mimiquer ce que l'on a vu dans la version originale, dans une version moderne, mais là, on joue avec les règles modernes en même temps. Véhicule moderne, véhicule électrique, véhicule diesel, peu importe les goûts du jour, mettez un update là-dessus le côté technique, le côté règlement, le côté population, le trafic qu'il y a partout en même temps, euh, on peut faire une suite très différente et en même temps euh, très honorable par rapport à l'original de Cannonball Run. Donc ça, c'était la position 29 de Cannonball Run de 1981. C'est un casting de fou, c'est un film super comique, puis ben, vous allez vous amuser. Si vous ne l'avez pas vu, sincèrement, je vous invite à découvrir de Cannibal Run. Je pense que vous allez rire. C'est contrairement à beaucoup d'autres comédies qui ont presque 40 ans ou plus, l'humour n'est pas nécessairement politique. Donc, c'est pas nécessairement de l'actualité qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment comprendre de quoi il rit. C'est plus les personnages dans le facteur qui sont eux-mêmes des caricatures de ce temps-là. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est pour ça que ça se retrouve en 29e position. 28e position, là, c'est vraiment quoi de différent. Tu sais, on change là, vraiment de style de film, mais en même temps, on parle de voiture là-dedans. C'est pour moi Back to the Future, Part 2. Oui, le premier, je pense qu'il est considéré.
tout le monde va dire, le premier quand même, c'est le premier, c'est l'original, c'est meilleur. Oui, mais moi, je vous parle ici de mes films préférés. Et contrairement à aujourd'hui avec le web, YouTube, les médias en ligne, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on apprend un an avant qu'un film sort, euh, dans ce temps-là, en 88, 80, en 88, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais chez moi, chez ma mère, j'écoutais la télévision, et dans ce temps-là, je regardais beaucoup au Canada, là, à Montréal, j'écoutais beaucoup Entertainment Tonight, avant que ça devienne une chaîne de diffusion à potins de Paris Hilton et de Kardashian, ces choses-là, ben, Entertainment Tonight faisait un bon travail lorsque j'étais jeune, en tout cas, c'est ce que je voyais. Et puis, c'est à un moment donné, il y a eu une présentation, on voyait Michael J. Fox qui était dans une genre de grange sur des bottes de foin et il se lève, puis il s'avance, puis il dit oui, présentement, on est en train de tourner Back to the Future Part 2 et Back to the Future Part 3. Donc, au même moment, sans aucune attente, sans aucune idée de ce qu'il allait parler, j'apprenais qu'il y avait une suite à Back to the Future Part 2, excusez, au premier, Back Part, je recommence, excusez-moi. Il y avait une suite à l'original avec Back to the Future Part 2 et en même temps qui tournait le 2 et le 3. Donc, je tripais, j'étais comme, ah ouais, j'ai-tu bien entendu ce qu'on dit? Et en même temps, on était dans un air des années 80 où est-ce que on arrivait dans les années 90, le futur s'en venait. Et puis là, on disait finalement, on va voir Marty McFly avec Doc Brown dans le futur. On va vous montrer un peu ce que nous, on pense que le futur va être. Donc, lorsqu'on allait voir Back to the Future Part 2 au cinéma, on voyait des choses qu'on pensait peut-être arriver. Et aujourd'hui, en 2022, lorsque j'enregistre cette vidéo-ci, ben, on comprend qu'il était pas loin de beaucoup d'affaires qui sont finalement qui sont concrétisées. Euh, Pas exactement, mais quand même pas loin. Donc, les concepts de l'avenir dans ce film-là sont quand même assez bien faits. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la distribution du film. Vous allez voir, il y a beaucoup d'acteurs dans le 2 que si vous n'avez pas vu le film à plusieurs reprises ou que vous n'êtes pas vraiment un cinémaniac, vous allez faire ah ouais, il est là-dedans. Ah, faut que j'aille voir, ça se peut pas. Premièrement, la réalisation, c'est Robert Zemeckis qui fait un travail excellent dans ce film-là. La musique de Alan Silvestri, j'adore cette musique-là. C'est une musique orchestrale, épique, pour un petit film d'une comédie de voyage dans le temps. C'est bizarre, mais ça fit pour Back to the Future. La production, des noms débiles. Il y a Bob Gale, il y a Steven Spielberg, Frank Marshall, Kathleen Kennedy. C'est des gros noms là, qui sont attachés à ce film-là. Michael J. Fox, bien sûr, qui joue le rôle de Marty McFly. Christopher Lloyd, qui revient dans le rôle du docteur Emmett Brown, ou Doc Brown. Il y a Leah Thompson qui va jouer le rôle de Lorraine, qui est l'épouse de euh, McFly en 85 et en 2015. Là, ça a l'air mélangé, puis les notes que j'ai prises, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce que là, il y a du voyage dans le temps qui change les lignes du temps. Là. Il y a Elizabeth Shue aussi qui est là-dedans. Billy Zane est là-dedans en passant. Billy Zane est un copain de Biff Tannen. Je pense que c'est en 85 lorsqu'il retourne dans le passé à cause que Biff a modifié le temps. Un des, des, des gardes, ça, des têtes fortes de Biff Tannen, est joué par Billy Zane. Il y a Jason Scott Lee aussi qui est dans le film, qui joue un des copains de Griff. Ça, c'est dans le futur, c'est ça. Faut que tu parles du futur, du passé. OK, c'est ça, Jason Scott Lee, qui est un acteur qui a joué dans Bruce Lee, The Last Dragon, quelque chose comme ça comme titre, là, la version, le film biographique de Bruce Lee, qui était incarné par Jason Scott Lee, qui joue là-dedans aussi. Et Elijah Wood, qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux, qui faisait Frodon, qui fait l'un des deux enfants qui joue à l'arcade dans le café des années 80. Remarquez, l'un des deux enfants, c'est lui qui dit à Marty McFly, qui dit c'est pour les vieux, cette affaire-là. Fait que, tu sais, quand je vous dis que des fois, tu regardes un film très longtemps après, puis quand tu le revois, tu fais comme oh my God, j'avais pas remarqué plus avant que cet acteur-là était là-dedans. Ou quand je l'ai vu dans le temps, cet acteur-là n'était pas connu et est devenu populaire par après. Back to the Future Part 2, c'est ma 28e position et si je peux vous conter une dernière anecdote, le côté comique de ce film-là et qui fit avec le thème du voyage dans le temps, c'est que par après la sortie de ce film-là, je suis parti passer un été à Gaspésie, à Percé, avec ma copine dans le temps, Sylvie, et on était chez son père qui gérait un motel. Super été que j'ai passé là-bas. Mais à un moment donné, il y avait une voiture qui passait sur la rue principale avec un genre de pancarte sur le toit qui annonçait le film à venir au cinéparc de Percé. Et il annonçait Back to the Future Part 2.
Le côté comique, c'est que juste avant de monter à Percé, puisqu'il avait tourné le 2 et le 3 ensemble, ben j'avais vu, dans le temps des fêtes, un peu avant, j'avais vu la deuxième partie. Et juste avant de partir pour les vacances d'été, j'avais vu Back to the Future Part 3, qui se passe dans le temps du western, avec le côté Who are you? What's your name? Tu sais, puis il dit Clint Eastwood, puis il dit What kind of stupid name is that? Euh, fait que quand je suis arrivé en Gaspésie, le film, eux annonçaient au cinépark comme quoi qu'ils allaient recevoir Back to the Future Part 2. Puis moi, je disais à tout le monde qui était là-bas, qui habitait à Percé, je disais, c'est parce que j'ai vu le 3 déjà. Puis là, il disait, tu me niaises. Puis là, je disais, ben non, je viens de voir le 3. Là, il dit, ben c'est le 2 qui annonce, tu te trompes. Puis là, j'étais comme, dude, j'ai pas voyagé dans le temps, je te niaise pas, je te le dis, le 3 est déjà sorti à Montréal. Puis là, il dit, ben ouais, on dit, on est en retard, mais pas tant que ça. Ça, c'est vraiment arrivé à cause du court délai entre les deux suites. J'avais vu le 3 avant que le 2 sorte en Gaspésie. C'était un petit côté, une petite anecdote qui est personnelle à moi, puis qui fait que je peux pas oublier Back to the Future Part 2 à cause de ça. Et à noter que j'aime autant le premier, le 2 et le 3. Pour moi, c'est trois films qui sont vraiment égales, sauf que j'étais un tripeux de science-fiction, donc veux pas, mon côté qui avait le poil me levait ses bras, c'est quand Marty McFly sort de la ruelle et voit Hills Valley dans le futur de 2015. Wow! Qui est maintenant notre passé. OK, 28e position, Back to the Future Part 2, qui est sorti en 1989. Maintenant, en 2003, on va reculer un petit peu moins loin. C'est un film de Noël. Vous avez des films de Noël dans vos choix. J'en avais beaucoup, sauf que je me suis arrêté au film qui, je me tente jamais de mettre le plus tôt possible, dès que je peux avoir légalement le droit sans me faire taper en arrière de la tête à la maison, un film de Noël. Elf. Elf, j'adore ce film-là. C'est sorti en 2003. C'est un être humain nommé Buddy, abandonné par ses parents dès son plus jeune âge, et trouvé par le Père Noël et hélas, Buddy grandit et non, et sa corpulence finit par poser problème au lutin, c'est ça. Autrement dit, il commence à réaliser qu'il n'est pas un lutin. Un jour, son père, Elf adoptif, Papa Elf, lui révèle la vérité sur ses vrais parents. Buddy part à la recherche de son père biologique à New York. La réalisation, c'est John Favreau. Et les acteurs qui jouent là-dedans, c'est du pur délice. C'est comme comédie de Noël. Will Ferrell, qui, d'après moi, c'est son rôle fétiche, même s'il a joué un paquet d'autres personnages comme Ray Bradbury. J'ai peut-être mal dit le nom, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a plusieurs personnages que Will Ferrell a fait dans sa carrière. Euh, James Caan qui fait son père, Walter, Bob Newhart qui joue Papa Elf, Edward Asner qui fait le Père Noël là-dedans. Il y a Mary Steenburgen qui joue le rôle de Emily, la belle-maman, qu'on a vu aussi avec le Doc Emmett Brown dans Back to the Future Part 3. Il y a Zoé Deschanel qui joue la copine de Buddy, qui s'appelle Jovi. Et Peter Dinklage qui joue le rôle de Miles Finch, qui est le célèbre écrivain qui est appelé par l'équipe qui a participé, où est-ce que le père de Buddy travaille. Euh, ça, j'ai été voir ça au cinéma. Je me rappelle pas si j'étais voir au cinéma, mais quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait, ça m'a comme, c'est un film qui m'a gravé dans la tête. C'est tellement con, mais en même temps, c'est pas, on n'est pas dans les films stupides comme Scary Movie tout ça. C'est juste pousser à la limite du plus possible le ridicule de l'ignorance de ce que c'est la vie en société à New York, à travers les jeux de Buddy. Je veux dire, il arrive, puis il voit une pancarte, puis il crie Ici, on fait le meilleur café au monde. Puis là, il rentre, puis il gueule à tout le monde Bravo, félicitations, vous avez fait le meilleur café au monde, c'est super cool, puis il s'en va. Puis là, tout le monde dans le, dans le coffee shop qui se regarde, c'est comme C'est qui cet épée-là? Il est habitué de manger du sucre, fait qu'il se fait des recettes de fou. Euh, des spaghettis avec du sirop d'érable, avec des tarts, des guimauves et du. En tout cas, la gueule. Faudrait à un moment donné que je m'amuse à faire des recettes sur la chaîne YouTube d'Espagnax pour faire un côté bizarre avec ce qu'on voit dans le film de Elf pour vous goûter en direct sur les vidéos, puis je suis pas mal sûr de m'être malade avec ça. Fait que, film de Noël, 27e position sur mon top 40 des films préférés. Elf, qui est sorti en 2003. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas vu. Si vous ne l'avez pas vu en même temps, wow, c'est assez difficile parce qu'il y a ça, il y a Home Alone, Le sapin des boules, ou ce qu'on appelle le Christmas Vacation, et plusieurs autres bons films de Noël. Mais Elf, c'est comme. Ah, c'est pour moi ce film-là. C'est comme si ce film-là était fait pour moi. Ça répond à tout ce que je recherche dans une comédie, dans un film de Noël. C'est un film qui te prépare aux vacances des fêtes, et puis c'est ça. Donc, Elf pour la position 27.
Par après, on s'en va en 26e position avec Lethal Weapon, qui est sorti en 1987. Et Lethal Weapon, c'est pas un film que j'ai vu au cinéma. C'est un film que, euh, si jamais il voit la vidéo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On est nous différents, mais je le respecte et je veux le mentionner ici. Richard, mon oncle, c'est lui qui m'a fait à la base qui m'a ouvert l'esprit à triper sur les films, ce qui s'en vient, les productions. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Lethal Weapon alors que j'étais chez eux. On est parti au club vidéo, puis je me rappelle pas si lui l'avait déjà vu, sauf que lui, il dit Tiens, regarde ça, puis tu vas aimer ça. Ça me dit absolument rien. Mais en 87, quand c'est sorti, peut-être en 88 en cassette, là, dans ce temps-là, ça sortait pas après 45 jours. Là. J'avais quoi, 13, 14 ans, là, j'étais jeune. Et puis, wow, là, je voyais un film d'adulte. Je tripais. Film de policier avec Roger Murtaugh, qui est un policier vétéran cardiaque qui fait équipe avec Martin Riggs, ancien SEAL dans les rues de Los Angeles. Le duo, bien qu'improbable, est efficace, mais leur aventure finit souvent par de nombreux dégâts. Parce que Martin Riggs est suicidaire suite au décès de sa femme, qu'on réalise assez rapidement dès le début du film. C'est très film de Noël. Ça suit bien. J'ai pas fait par exprès, je viens de le réaliser là. Ça suit bien Elf, mais c'est pas tout le même genre de film de Noël. Ça se passe dans le temps de Noël, mais c'est très, très violent. C'est un classique. Lethal Weapon, d'après moi, à moins que je me trompe, là, avant ça, il y avait les films de Dirty Harry, il y a eu les films de Death Wish, tu sais, des films de ce genre-là de violence, de règlement de compte, de vengeance, de policiers extrêmes qui vont outrepasser les règles pour pouvoir atteindre son but. Lethal Weapon, c'était autre chose. C'était plus le côté après la guerre du Vietnam. Il y a eu des choses avec l'armée, transfert de drogue, je pense que c'est de l'opium. La banque qui est là pour faire un front pour couvrir les entrées et sorties d'argent. Euh, en tout cas, la musique était incroyable là-dedans. Ça, je veux juste en parler. Là. Eric Clapton et Michael Kamen qui font la musique du film. Eric Clapton a continué sur les 4 films. Chaque film, une musique thème du film, la musique en arrière, j'adore la musique de Lethal Weapon. Je l'écoute dans ma voiture souvent. Réalisateur Richard Donner, qui a fait aussi Superman the Movie, qui a fait aussi The Goonies. Mon Dieu, je viens de remarquer que c'est déjà dans mon top, en 4 films de mon top 40, c'est déjà 2 fois que je mentionne le réalisateur Richard Donner. Il doit avoir fait une bonne job. Et malheureusement, il n'est plus de notre monde. La chose qui supposément est arrivée récemment, c'est que pas longtemps avant son décès, il a fait promettre à Mel Gibson que si Richard Donner ne pouvait pas réaliser le 5e Lethal Weapon, qui est déjà conçu en tant que scénario, Mel Gibson en a parlé même publiquement avec une vidéo, si vous allez sur YouTube, là, vous allez voir, Mel Gibson a dit je devrais, si on est capable de trouver les fonds pour pouvoir produire le film, je vais réaliser le film. Man, c'est pas Richard Donner qui réalise le film. Si Mel Gibson le fait, ça risque d'être audace, qui va ramener ça peut-être plus aux sources du premier film, un peu plus viral, un peu plus action, un peu plus. En même temps, on comprend que l'âge est un élément important pour des policiers et l'histoire, j'espère, va tourner au fait qu'il se passerait peut-être quelque chose qui les ramène un peu à faire quelque chose d'important par rapport à leur expérience. Pas en tant que rôle de policier, c'est sûr qu'ils sont plus policiers, là, mais Lethal Weapon 5, moi, s'il en sort un, c'est sûr que je vais le regarder. J'ai vu les 4 premiers, je les ai chez moi en DVD et j'attends leur sortie en 4K UHD pour pouvoir les acheter en nouveau format de ultra haute définition. J'adore ces films-là. J'adore ces films-là. Mel Gibson avec le rôle de Martin Riggs, Danny Glover dans le rôle de Roger Murtaugh. Et dans le premier, c'est ça, il y a Monsieur Joshua qui est interprété par Gary Busey. Super bon là-dedans, dans ce film-là. Gary Busey, qui je l'avais adoré dans Lethal Weapon et dans Point Break. Mais Point Break, c'est un autre film policier que j'aurais trippé mettre. Il était dans mon liste des 100 films, mais je ne voulais pas mettre, comme je disais au début, trop de films similaires. Même si c'est pas vraiment le même genre de film, ça parle de policiers avec le côté corrompu et criminel, ce qu'on appelle les body flick movies. Là. Donc, j'ai mis Lethal Weapon parce que c'est vraiment mon film préféré. Il y avait aussi Die Hard. Die Hard, j'adore ce film-là. C'est juste que je ne voulais pas mettre 4-5 films de body cop movie ou de drame policier dans la liste des 40 films que j'ai. Quand je me dis que c'est pas facile d'en prendre juste 40, c'est vraiment déchirant comme choix à faire. Mais Lethal Weapon de 1987, 26e position dans mon top 40 de mes films préférés. 25e position, ça avance. Mon Dieu, je suis content que là-dessus, là. Presque une demi-heure. Je m'excuse en passant si c'est très long. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. C'est pour ça que je me suis permis d'offrir ces vidéos-là en différentes parties. Si j'aurais fait mon top 40 d'une shot, j'aurais fait un,
un film de 3 heures et demie en vidéo sur YouTube. OK. Bon, OK, on respire 2 minutes. Prêt. 25e position, Indiana Jones and the Last Crusade, qui est sorti également en 1989. Indiana Jones and the Last Crusade. Pourquoi celui-là? Parce que j'étais à l'âge d'apprécier ce qui se passait dans un film d'aventure d'époque dans les années 40 là, d'Indiana Jones. Je vous dirais que j'ai vu les autres films avant. J'appréciais les films, mais j'étais peut-être pas assez mature pour vraiment comprendre ce que je voyais. C'était le fun, c'était bien fait, mais je voyais les clins d'œil qu'il y avait par rapport à ce qu'était Lucasfilm, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil par rapport à des Easter eggs, on peut dire. Là. Mais j'ai découvert Indiana Jones surtout à cause de The Last Crusade. Et puis par après, ben écoutez, j'ai tous les films en DVD, en Blu-ray, en Digibook même. Digibook, ça c'est comme un livre, et à l'intérieur du livre, à la fin, on a le Blu-ray qui est dedans. J'ai aussi les films en 4K. J'ai acheté le coffret des 4 films, même si le boîtier est nul à chier en carton mou. Là. Et puis, non, c'est ça, j'ai toutes les versions. Je les avais en cassette, ça, avec le temps, je m'en suis débarrassé. Mais j'ai les DVD, les Blu-ray, le Digibook, Blu-ray et même le 4K. Puis j'ai même une édition spéciale pour Kingdom of the Crystal Skull que j'avais eu, qui était une édition qui était exclusive au Target aux États-Unis, où j'avais été aux États juste pour acheter ce film-là. C'est ridicule, mais c'est ça. Même si c'est peut-être le moins bon des 4 films, puis plusieurs disent qu'il n'existe même pas. Que voulez-vous? Alors, ce film-là, de quoi ça parle? En 1912, dans l'Utah, Indiana Jones, adolescent, surprend des pilleurs de trésors archéologiques avant d'être poursuivi par les trafiquants. 26 ans plus tard, Jones apprend que son père, le professeur Henry Jones, si à la recherche du Saint Graal, a disparu et il se rend alors à Venise où son père a été vu pour la dernière fois. Réalisé par Steven Spielberg, qui a réalisé les 4 premiers. Et quand je dis les 4 premiers, c'est qu'il y en a un cinquième, mais ce n'est pas Spielberg qui le réalise. Et là, j'ai un blanc. Mais le réalisateur, c'est celui qui a fait Ford versus Ferrari, ou si vous êtes en Europe, Le Mans 66. Et c'est lui aussi qui a réalisé James Mangold, c'est ça, James Mangold, qui a fait aussi Logan. C'est lui qui réalise le cinquième Indiana Jones qui devrait sortir bientôt. Il devrait être le dernier, d'après moi, avec Harrison Ford. Là. Mais les 4 premiers sont réalisés, dont celui-ci, excusez-moi, par Steven Spielberg, la musique de John Williams. Merveilleuse musique-là. Merveilleux. Producteur délégué, George Lucas et Frank Marshall. Producteur associé, Kathleen Kennedy. C'est des gros noms, là. C'est tous des noms qu'on connaît tout le monde. Tu te promènes dans la rue, tu dis c'est qui George Lucas, le monde sait c'est qui. Harrison Ford qui joue le professeur Indiana Jones. Sean Connery qui joue le rôle de Henry Jones Sr. Il y a Dan Holm Elliott qui joue le rôle de Dr. Marcus Brody. Alison Doody qui joue le rôle du professeur Elsa Schneider. C'est la demoiselle blonde qui conquérit le cœur des deux Dr. Jones, disons ça comme ça. Il y a John Rhys Davis qui joue le rôle de Salah Faisal El-Kahir, qui est le même acteur c'est l'acteur qu'on a vu aussi jouer le nain dans Le Seigneur des Anneaux, la trilogie originale de Peter Jackson. Donc, vous savez un peu de qui je parle. Il y a Julian Glover qui joue le rôle de Walter Donovan et River Phoenix que l'on voit là-dedans. C'était quelques temps avant son décès. Je pense que c'était une overdose, suicide, quelque chose comme ça. Ça, c'est très malheureux. Le gars était promis à un avenir incroyable à Hollywood. River Phoenix qui joue le rôle de Indiana Jones dans son adolescence en 1912. Et on explique à travers le jeu de rôle de River Phoenix pour Indiana Jones jeune, Junior, il faut dire ça de même, c'est Junior. Euh, D'où vient sa peur des serpents, d'où vient sa marque qu'il a sur le menton, qui en réalité Harrison Ford a eu en tant que charpentier, un morceau de bois qu'il avait revolé, qui avait laissé une marque permanente. Là, on l'explique avec son fouet qui n'était pas habitué lorsqu'il tombe dans le wagon de train du Lion. Donc, c'est ça. Le passé sert à expliquer beaucoup de choses pour le personnage d'Indiana Jones qui se passe dans les années 40 après. Et c'est fabuleux. J'adore ce film-là. La musique, les paysages, l'aventure, la quête du Saint Graal, le côté fantastique est juste correct. On n'est pas que les extraterrestres ou des affaires trop fantastiques avec des monstres fantômes. Là, c'est juste une quête religieuse qui nous amène à peut-être apprécier un peu plus le côté des croyances religieuses que juste haïr puis détester les croyances religieuses. Donc, Indiana Jones and the Last Crusade de 1989, et c'est surtout une période dans ma vie, fin des années 80, où est-ce que c'est là que j'ai commencé à aller beaucoup aller au cinéma.
Fin des années 80, c'est là qu'il y a eu Batman de Tim Burton, joué par Michael Keaton et Jack Nicholson. C'est là qu'il y a eu Robin Hood, Prince of Thieves avec Kevin Costner. C'est là qu'il y a eu Ghostbusters 2. Euh, c'est quoi qu'il y avait aussi Honey, I Shrunk the Kid. Il y avait plusieurs gros films. C'est là que c'est que je dirais que la mode, on dirait que des blockbusters estivales sortaient. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment triper à aller au cinéma. J'allais au cinéma, dès que j'avais un peu d'argent, je me retrouvais au cinéma. C'était ami avec, toute seule, avec des amis, avec ma blonde, peu importe, là, j'étais tout le temps rendu au cinéma. Et Indiana Jones and the Last Crusade, c'est un de mes bons souvenirs de mon adolescence avec les films au cinéma. 24e position, là, on y va plus de quoi de récent. Et c'est un film que j'adore pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est tellement une bonne euh, correction de tir, correction de production. C'est Dread de 2012. Oui, Dread est en 24e position dans mes films préférés et j'adore vraiment ce film-là. J'ai même eu l'occasion de rencontrer euh, son nom, Jean-François Beaupré, qui fait la voix en français de Dread au Québec, qui a autographié, j'ai une toile chez moi que j'ai reçue je pense que c'était les films Séville, qui est une toile qui mesure 6 pieds de large par 8 pieds de haut, avec le poster de Dread dessus. Donc, j'ai fait autographier Jean-François Beaupré, excusez-moi, pour la voix de Dread en français. Et 1 an ou 2 ans après, Carl Urban est venu au Comic-Con de Montréal et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en arrière pendant près une dizaine de minutes. Il jasait avec. Super chic, le type. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'il était un petit peu euh, difficile d'accès. J'ai eu l'occasion de le surprendre parce qu'il s'en allait et j'ai pogné mon affiche de 6 pieds par 8 pieds puis je l'ai déroulé devant lui puis il est comme « Wow, mate, I'll come back, give me a second and I'll be back. » Fait que là, il est parti, il est revenu, il jasait, il m'a demandé ma passion de ça, pourquoi il tripait là-dessus. Dans ce temps-là, il commençait, je pense, les films de Star Trek avec la nouvelle génération qui est présentée au cinéma là, de J.J. Abrams, dans le rôle de Dr. McCoy. Mais Dredd, là, je pense que lui, quand j'y avais parlé, il m'avait dit, écoute, tout ce que je vois, le monde me demande quand est-ce qu'on va faire une suite et je ne sais pas si ça va arriver parce que malheureusement, Dredd, c'était peut-être le film le plus mal, comment on dit ça, mal la promotion de ce film-là était atroce, atroce. De un, le film de Stallone, qui est un plaisir coupable pour moi, pareil, là, pour le côté costume, visuel, musique et ambiance là, de Stallone. Le film Judge Dredd, qui est sorti plusieurs années auparavant, a détruit, on dirait, le nom de Dredd. Quand que Dredd est sorti avec Carl Urban, c'est comme si le monde a fait le lien. Là. Il y avait le souvenir du film de Judge Dredd de Stallone, puis en fait, non, je n'irai pas le voir, ce film-là. Mais pourtant, ce film-là était écœurant. Et pour ceux qui disent que ce film-là ressemble trop à euh, merde, j'oublie le nom. J'oublie le nom. Il y a un film de combattants nord-coréens qui se passe dans un building où c'est que les forces policières qui rentrent là-dedans, qui se font pogner par les criminels. Le nom va peut-être me revenir tantôt, mais anyway, c'est en réalité le contraire. C'est que ce réalisateur-là a volé les idées puisqu'il avait été approché pour faire Dread, prenait les concepts de ça et a utilisé ça pour faire son film. Anyway, discorde là-dedans, mais juste pour vous dire que Dread, c'est une idée originale, ça n'a pas été copié de personne. Et si vous aimez le côté hardcore, violent, des films comme Robocop et The Batman un peu, Dread va répondre à votre soif de vouloir buter des criminels dans un édifice. Ah, sacrifice! Autant que les criminels mangent des volets, se font tuer, se font brûler, se font exploser, se font envoyer du 45e étage dans le vide, autant que Dredd lui-même souffre dans le film. Je veux dire, il mange des volets, il se fait tirer dessus. euh, il doit tout faire pour pouvoir sortir de l'édifice avec sa collègue. Mais j'adore ce film-là. La musique qui est comme. Si vous aimez la musique de John Wick, ben c'est vraiment ce genre-là dans Dread. La musique genre techno, rough, viral, rock. C'est du début à la fin. C'est un monde futuriste, post-apocalyptique, un peu à la Mad Max. C'est un côté science-fiction à la Robocop. C'est un univers en tant que tel qui est très euh, éloigné dans le futur, mais en même temps qu'on est capable de dire, ouais, c'est aux États-Unis qu'on continue de même, c'est des bonnes chances qu'ils s'en aillent par là. C'est triste, mais oui. Le scénario, vite, vite que ça dit, dans le futur, l'Amérique est un dépotoir irradié. Sur la côte est de Boston à Washington se déploie Mega City One, une vaste et violente métropole de plus de 400 millions d'habitants, vivant dans la peur perpétuelle.
une nouvelle drogue nommée Slow-Mo, qui est pour slow motion au ralenti, puis c'est utilisé de superbe façon dans le film, qui ralentit la perception du temps, fait des ravages. Les seules forces aptes à maintenir l'ordre sont les juges. Regardez, c'est pas pour tout le monde, ce film-là. C'est sûr que si vous aimez les petits films de princesse, puis des affaires de les Kardashian, puis tout ça, c'est pas tout pour vous autres, là. Ça, je vous dis tout de suite. Mais si vous aimez un peu le côté viral, rough, dark, greedy, qu'on dit en anglais, police non corrompue qui va faire tout pour nettoyer la merde dans le building. Dread, c'est écœurant. Puis Carl Urban, on voit pas une fois son visage. Il joue comme dans les comics, parce que c'est adapté de 2080, je me rappelle bien le nom. C'est une compagnie un peu comme Marvel Comics, mais en Europe. Euh, Où est-ce que dans cette brand-là, il y a plusieurs titres de bande dessinée, dont Josh Dredd qui joue là-dedans, et pas qui joue, mais qui est publié au travers de ce brand-là. Et puis, ouais, c'est hot. C'est cool comme fait. Quand je suis sorti, je me rappelle, il y avait du monde qui. On dirait que les autres qui n'avaient pas trippé. Puis j'étais comme, non, dude, c'est ça dans le comics. Ils ont fait pour une fois une bonne adaptation. Ils ont réussi à faire de quoi de cool avec ça. Alors, le film est réalisé par Pete Travis. C'est Carl Urban qui joue le rôle du juge Dredd. Il y a Olivia Thirlby qui est l'aspirante Cassandra Anderson, juge Anderson, et Lena Headey, qui a joué ici dans Games of Thrones, et qui a joué aussi le rôle de Sarah Connor dans The Sarah Connor Chronicles, qui joue le rôle de Madeleine Madrigal, dite Mama, ou comme il dit Dredd dans le film, Mama's not the law, I'm the law. J'aime ce film-là. C'est, j'adore ce film-là. J'ai un poster chez nous. J'ai le film en 4K UHD. J'écoute souvent la musique du film, la trame sonore, et je me promets un Hot Toys de Judge Dredd très bientôt. Ça, c'est sûr. OK, assez parlé de ce film-là. 24e position, Dredd de 2012. 23e position, là, on parle d'un film de 2022. Ouais, un film de 2022 que je mets dans mon top 40. Je pensais pas faire ça, mais quand je suis sorti du cinéma il y a pas longtemps, c'est ce film-là qui m'a donné l'idée de faire un top 40. Un top, en tout cas, de mes films préférés. Et ce film-là, c'est Top Gun Maverick. Vous dire que c'est bon. Je dis que c'est bon. Vous dites que c'est bon. J'ai même pas eu l'occasion d'en voir une deuxième fois, là. Dans la liste de mon top 40, il y a des films que j'ai vus peut-être 50 fois. Et j'exagère pas, là. Top Gun Maverick, je l'ai vu une fois. Il y a de bonnes chances que demain ou après-demain, je retourne au cinéma pour aller le voir tout seul, en anglais, trippé comme un petit geek. Et ce film-là est déjà précommandé en 4K UHD dans mon steelbook. Et c'est bon. J'adore ce film-là. En tout cas, j'ai trippé. La fois que je l'ai vu, j'ai vraiment capoté. Ça fait du bien. C'est un rafraîchissement. C'est un retour aux sources. C'est du bonbon, ce film-là. Ça dit, après plus de 30 ans de service en tant que l'un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete Maverick Mitchell est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d'essai courageux et esquivant l'avancement de grade qui le mettrait à la terre. Alors, Top Gun, Maverick, c'est sûr, ça, c'est le film qui met finalement dans le monde des films qui génèrent au-dessus d'un milliard au cinéma, Tom Cruise, qui avait jamais réussi à faire ça avant. Malgré une carrière incroyable de plus de 40 ans, aucun de ses films avait généré au-dessus d'un milliard. Et là, il vient de l'atteindre avec Top Gun Maverick. Je pense qu'il y a bien d'autres films qu'on aurait pensé qu'il aurait pu faire autant ou sinon plus d'argent que ça. Mais non, c'est Top Gun Maverick. Je pense que le monde sont juste. Comment je peux dire ça? Pas offenser personne, je pense que le monde sont juste écœurés de se faire dire de la politique ou passer le message dans les films qu'on voit dans la moderne. Regardez ce qui arrive avec le film de Lightyear, regardez ce qui arrive dans plusieurs autres productions hollywoodiennes où est-ce qu'on essaie tout le temps de vous enfoncer dans la gorge le message. Ben, Top Gun, lui, non. On se concentre sur le film, on est là pour divertir les gens, puis on a beaucoup d'expérience, puis on va offrir le meilleur de soi pour pouvoir être sûr d'offrir le film de meilleure qualité possible en 2022. Oh, que c'est bon. Ah, la musique, la nostalgie, l'action, les scènes, le visuel, l'immersion, l'histoire en tant que telle. Très simple, rien de compliqué trop, là. Mais juste correct pour un film comme ça. Top Gun Maverick, là, si vous ne l'avez pas vu, malgré que le film a fait un milliard, il y a de bonnes chances que si vous regardez ça, vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai trippé. C'est vraiment un film qui. Je pensais pas
trippé autant. Puis c'est ce film-là que quand je suis sorti du cinéma, j'ai fait faut que je me fasse une liste de films que j'aime parce que ce film-là, je l'aime beaucoup. Puis là, je sais plus comment le placer parmi les films que j'aime le plus à ce point-là. Puis en faisant une déduction de plusieurs films, puis en faisant un classement, puis en bougeant les titres un après l'autre, un peu comme un jeu de Scrabble, il est arrivé à la position 23. Là-dedans, ben, c'est réalisé par Joseph Kosinski qui a réalisé un autre film qui était dans mes centaines de titres, mais qui n'est pas finalement arrivé à embarquer dans le top 40. Il a fait aussi Tron Legacy. Euh, J'adore ce film-là, la trame sonore de Daft Punk et l'histoire qui est un peu un hommage au film classique de Tron. Mais là, je pense qu'il a pogné sa coche avec Top Gun Maverick. Et puis, en plus, il y a le scénario, il a été retravaillé avec Christopher McQuarrie qui travaille avec Tom Cruise sur les films de Mission Impossible depuis 2, 3 films. Et ça, c'est d'après les personnages créés de Jim Cash et Jack Epps Jr. Il y a Tom Cruise dedans qui joue Pete Maverick Mitchell. Il y a Miles Teller qui joue le rôle de Bradley Brewster Bradshaw, qui est le fils de son partenaire dans le premier Top Gun. Le premier Top Gun qui n'est pas un mauvais film, là. Je l'ai en DVD, en Blu-ray, en 4K. Et je vous le dis, c'est pas un de mes films préférés. Top Gun Maverick, par exemple, c'est dans mes films préférés. Jennifer Connelly qui joue la barmaid de Penny Benjamin. John Hamm qui joue le rôle de Beau Cyclone Simpson. Il y a Glenn Powell qui joue le rôle de Jake Hangman Ceresin. Lewis Pullman, qui est le fils de Bill Pullman qu'on a vu dans Independence Day, le président qui est pilote d'avion, qui joue le rôle de, ouais, c'est ça, Robert Bob Floyd. Il ne sait pas quel nom, quel nickname se donner, fait que lui, il fait comme Bob. Ed Harris qui joue le rôle de Chester Hammer Kane. Ed Harris qui a travaillé avec Tom Cruise dans le film mon Dieu, l'affaire d'avocat avec la mafia. Voyons. La firme. Ed Harris faisait un des agents du FBI ou de la CIA qui faisait l'enquête par rapport à la corruption qu'il fait avoir dans la firme où est-ce que Tom Cruise travaillait. Donc, c'est des gens qui se connaissaient déjà. Et bien sûr, c'est pas un spoiler, là, j'espère, parce que depuis le temps, tout le monde le sait, Val Kilmer il joue le rôle de Tom Iceman Kaczynski. Une petite scène qui vient nous chercher en dedans, qui est super correct, qui est respectueux. On comprend la maladie de Val Kilmer dans la réalité. Ils l'ont intégré à l'histoire, mais en même temps, Val Kilmer réussit à avoir une scène superbe. C'est écœurant. Puis tu sens vraiment, à l'écran, tu sens qu'il y a un respect mutuel des deux acteurs pour les deux personnages. Et il n'y a pas un qui crache sur l'autre, il n'y a pas un qui descend l'autre, il n'y a pas un qui fait une joke plate. C'est juste un respect mutuel. Il y a un professionnalisme du jeu des acteurs pour les personnages de Top Gun Maverick. C'est superbe et c'est ça. On a toute une petite larme quand on voit cette scène-là. On devient des petits hommes roses quand on voit ça. Puis en même temps, ben, on a tout le temps une petite pensée à quelqu'un qu'on peut connaître qui peut avoir soit une maladie dégénérative ou quoi que ce soit, des malchances dans la vie. Et ben, c'est le fun de voir que Val Kilmer a une autre chance comme ça avec son ami Tom Cruise pour pouvoir jouer dans un film qui génère au-delà d'1 milliard au cinéma. Wow! Wow! OK, Top Gun Maverick. Oui, je vous le dis tout de suite, c'est le seul film de 2022 qui est dans mon top 40. Il y en aura peut-être, si je refais une autre liste dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont s'infiltrer et tasser d'autres films. Mais pour l'instant, c'est le seul film de l'année qui est là-dedans. Remarquez bien que j'ai pas mis Doctor Strange, j'ai pas mis Everything, Everywhere, All at Once, qui était écœurant. Malheureusement, c'est ça. Mais j'ai mis Top Gun Maverick parce que je voulais mettre au moins un film cette année là-dedans pour pas avoir l'air d'un vieux rouillé ancêtre qui fait mettre des vieux films là-dedans. OK, il en reste 2 à faire pour cette émission-ci. J'en suis rendu à 46 minutes, 47 minutes, quelque chose comme ça. OK, bon, j'ai parlé tantôt de Lethal Weapon. Ben, je vais vous parler d'un autre film avec Mel Gibson, film qu'il a réalisé également, Braveheart. En français, on appelle ça Cœur vaillant. Braveheart, le film qui raconte de manière romancée, bien sûr, la vie de William Wallace, interprété par Mel Gibson, héros et symbole de l'indépendance écossaise qui, à la fin du 13e siècle, affrontait à la tête des clans écossais unis les troupes du roi Édouard Ier d'Angleterre qui tentaient d'envahir l'Écosse. Le film a remporté 5 Oscars à la 68e cérémonie, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Cependant, le film contient de nombreuses erreurs historiques, principalement liées au fait que le film est inspiré d'un poème épique du 15e siècle, lui-même critiqué pour sa partialité historique, The Wallace. Donc c'est ça, c'est pas une biographie de Wallace.
c'est plus inspiré de différentes affaires qui nous permettent d'offrir un film, un divertissement avec une inspiration historique, mais qui est romancé et travaillé afin de faire un film avec un début, milieu, fin, avec de quoi de cohérent et de très divertissant, de beaucoup d'émotions et puissant en même temps. Les scènes de combat là-dedans sont. Tu sais, le terme épique, ça existe pour des films comme ça. C'est carrément ça. Euh, les combats, l'acharnement de son personnage par rapport à la vengeance pour son peuple, liberté, les cris de guerre, les combats, l'amour qu'il a pour sa femme qu'il a perdu aux mains des Anglais. euh, c'est tellement hot. À la fin, tu comprends un peu que il n'y a rien qui va l'arrêter, sauf la mort qui va en même temps, pour lui, j'imagine, parce que le personnage, là, lui permet de retrouver sa femme. C'est un peu ça. Euh, Scénario de Randall Wallace, musique de James Horner. La musique. Il y a un autre film que je vais vous parler dans un autre épisode dans mon top 10 qui est aussi remarquable, mais la musique de James Horner ici pour Braveheart, incroyable. La musique elle-même mérite un Oscar. Mel Gibson qui joue William Wallace. Il y a Sophie Marceau qui joue la Isabelle de France. Brendan Gleeson qui joue le rôle de Hamish Campbell. Il y a Brian Cox qui est là-dedans aussi. Il y a David O'Hara qui joue Stephen l'Irlandais. Cet acteur-là, on le voit dans plusieurs productions américaines. On le voit. C'est lui qui fait, il me semble, le policier qui est avec Danny Glover, avec Robert Downey Jr. dans les deux films de Sherlock Holmes. Il y a aussi Tommy Flanagan qui joue le rôle de Morrison. Anyway, c'est un super casting, c'est des décors à la perte de vue, c'est beau, c'est puissant, il y a de l'émotion, tu pleures dans ce film-là, tu t'enrages, tu tripes quand que voyons, Sophie Marceau chuchote à l'oreille le message comme quoi qu'elle porte l'enfant de son ennemi et qui va être le prochain roi d'Angleterre, donc une infiltration écossaise à travers ah oui, pas trop en parler, déjà que je n'ai trop dit, mais c'est beau, c'est puissant, c'est romancé, c'est bien fait, et puis c'est le film le plus épique d'époque. Il y en a d'autres. Je ne vais pas les nommer parce que je ne vais pas non plus vous divulgacher quoi que ce soit par rapport à mes autres choix qui vont s'en venir bientôt. Mais ça, c'en est un qui est comme wow. Et ça, c'est ce qui est assez spécial, c'est que ce film-là, c'est mon coloc lorsque j'habitais en Floride. J'ai habité quelques temps en Floride pour mes études. Des études qui m'ont mené à rien vraiment ici à part de faire du graphisme sur mes miniatures. Mais anyway, Pierre Mouna, c'est mon coloc. On se faisait souvent des soirées où est-ce que on allait au Blockbuster Vidéo, on louait deux films. Il louait un film qu'il n'avait jamais vu et il louait un film que j'avais jamais vu. Rappelez-vous de ça, parce que je vais vous en parler plus tard. Il y a un autre film que j'aime encore un peu plus que Braveheart, qui est dans la liste là-dedans, et c'est le film que moi j'avais loué ce soir-là, alors que lui avait loué Braveheart pour me faire découvrir Braveheart. Ce soir-là, je vais vous en reparler lorsque je vais vous parler de l'autre titre. On a vu deux films incroyables. Là. Parce que lui il me disait non, non, faut que tu vois Braveheart. Puis moi, je disais non, 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 faut que tu vois le film que je veux que tu vois. Puis les deux, on a comme été sur le cul, tellement que les deux films étaient débiles. Incroyable. Je vais vous en reparler dans un autre épisode. Je pense que c'est dans mon top 10, l'autre film que je vous parle. Là. Mais c'est ça. Braveheart, qui est sorti en 95, lauréat de 5 Oscars. Super film. C'est un film que si vous n'avez pas vu, prenez le temps, soyez-vous, regardez ça. Puis non, il n'y a pas de overhype là-dessus. Le film n'est pas surévalué. C'est vraiment écœurant du début à la fin. Alors, vous êtes creepy, puis en même temps, ben, ça va vous mettre un petit peu de testostérone dans le corps. C'est spécial. Braveheart en 22e position. Maintenant, un petit peu, ça range mes affaires. OK. Euh, là, si vous voyez, si vous voyez verser une larme, c'est qu'on est rendu à 21e position. Et 21e position, c'est pour plusieurs choses. C'est Madame Doubtfire. Ça a l'air con à dire ça, Madame Doubtfire. Oh oui, c'est bon ce film-là. Ouais, c'est un film qui, Robin Williams. Qui aime pas Robin Williams comme acteur? Qui n'a pas été affecté émotionnellement ou sentimentalement ou quoi que ce soit de loin, de près, lorsqu'on a appris le décès de Robin Williams? On a perdu un être cher, un être généreux. On a perdu quelqu'un d'important dans l'industrie d'Hollywood, dans le divertissement, mais
Oui, Madame Doubtfire par Robin Williams. C'est un film réalisé par Chris Columbus, musique de Howard Shore. Si vous connaissez pas Howard Shore, c'est lui qui fait la musique de Lord of the Rings. Ah, c'est ça. Robin Williams qui joue le rôle de Daniel Hillard. Mon Dieu, il faut déjà que je m'essuie les yeux parce que j'ai des larmes quand je parle de ce film-là. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer pourquoi. Sally Field qui joue la méchante Miranda. Jaillit Sally Field dans ce film-là. Pierce Brosnan qui joue le rôle de Stuart Dunmire. Robert Prosky qui joue le rôle de M. Jonathan Lundy. Et Harvey Fierstein qui joue Frank, le frère de Daniel, qu'on a vu aussi dans Independence Day quand il dit Oh, call the liar! Oh, fuck the liar! Je sais pas pourquoi je parle de ça. Anyway. Madame Doubtfire, c'est un comédien doué, mais de trop grande gueule, ce qui lui vaut de perdre souvent des contrats. Et papa trop souple avec ses enfants. Daniel Hillard perd sa garde de ces derniers lorsque sa femme Miranda demande le divorce. Après qu'il ait organisé une fête surprise et que la maison s'est retrouvée en chantier une fois de plus. Pour les revoir, il devient, grâce à ses talents d'acteur et à son frère prothésiste, une respectable et agréable gouvernante anglaise, Madame mon Dieu, Iphigénie Doubtfire. Miranda, tout comme les trois enfants, s'y laisse prendre et l'engage. Il parvient à donner le change un certain temps, malgré les soupçons de l'enquêtrice sociale, ouais, très comique pour ça, les déductions de ses enfants et le nouveau soupirant de Miranda, M. Stewart. Pourquoi j'ai beaucoup d'émotions là-dedans? Ça parle de divorce. Et s'il y a un échec que j'ai eu dans la vie, c'est bel et bien ça. Et j'avais l'impression, quand je regardais ce film-là, avant mon divorce, qu'il y avait un lien avec ce qui se passait dans mon entourage. Et c'est sûr que c'est totalement ridicule ce que je vous dis là, mais je fais un lien avec ma vie personnelle par rapport à Madame Doubtfire. Et j'adore mes enfants, je respecte l'amour que la mère de mes enfants a pour mes enfants. Et je déteste Sally Field dans ce film-là. C'est tout ce que je sais, mais c'est ça. J'ai toujours aimé Robin Williams en tant qu'acteur. Tout ce qu'il a fait, si vous regardez sur YouTube, les choses qu'il a fait pour les gens qui étaient en dépression, qui avaient besoin de soutien social. Il a donné beaucoup de son temps. Lorsqu'il tournait des films, il forçait les studios à engager des sans-abri. Excusez le terme, là, je sais qu'il y a un autre terme que ma fille me dit souvent, des personnes qui étaient dans la rue, qui avaient de la misère, et il les aidait pendant la production en les engageant, en les soutenant, en les nourrissant, en leur donnant un salaire pour pouvoir les aider. Il y a même aussi des vidéos qui sont présentées où est-ce que c'est des moments même très importants et en même temps comiques où est-ce que Robin Williams donne de son temps pour aller encourager les troupes américaines au combat. Il n'est pas sur les chantiers de combat, mais il est là pour les aider, les soutenir, puisque les gens sont loin de leur famille et il donne de son temps pour pouvoir comment je pourrais dire ça? Le faire un peu oublier les malheurs de la réalité de la vie. C'est ça. Je savais que j'aurais un petit peu trop d'émotions pour ce film. Mais anyway, Madame Doubtfire, c'est important pour moi. J'espère que c'est important pour vous. J'espère que vous l'avez aimé, ce film-là. C'est un film qui est très comique, qui a beaucoup d'émotions et ça finit mal, mais ça finit bien en même temps. Ça finit dans un côté où tu fais comme, ben, c'est le choix logique le plus crédible qui peut fitter pour ce personnage-là, surtout. Et puis, une forme de respect qui se fait entre Sally Field et Robin Williams, en tout cas leur personnage dans le film jusqu'à la fin. Et je dirais que dans la réalité ou dans la vie aussi, je le souhaite à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens sur le groupe de Cool Dad et de d'autres groupes pour les pères qui sont en situation difficile après un divorce ou une séparation. Puis, je vous dirais que d'expérience, ce qu'on voit dans Madame Doubtfire, je vous souhaite, comme moi, ce qui est arrivé, d'avoir filmé après un certain temps. Euh, une collaboration respectable après des moments difficiles pour l'amour de vos enfants. C'est à peu près ça. Alors, je dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Et juste après ceci, vous allez voir toutes les informations, les détails pour le concours que l'on offre maintenant sur la chaîne YouTube de Cinex. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai été quoi? Ouf, presque une heure. Passez une bonne journée. Bye bye. Nous voici maintenant aux informations afin de participer au tirage pour gagner un abonnement d'1 an à Cinéclub de Cinéplex. Prenez note cependant que ce n'est pas une collaboration avec Cinéplex, mais bel et bien moi, Cinémaniacs, qui vous offre ce prix. Les avantages d'être membre vous donneront droit à un billet de membre mensuel
Et chaque billet supplémentaire à 9,99$ seulement, puis vous avez un maximum de 2 billets par représentation. La possibilité aussi d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Pour participer, rien de plus simple. Vous devez premièrement être abonné à la chaîne YouTube de Cinemaniacs et inscrire #CinéClub en commentaire sur cette vidéo. Le tirage se fera via une vidéo au hasard dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance à tous et merci!